J'ai été sur assez de terrains de conflit de la planète pour savoir que l'homme retient très peu l'histoire. Alors je vous dirais, quand on est un professionnel dans ce domaine-là, on ne peut être mu par la haine. Après, la haine est un sentiment individuel et personnel contre lequel on ne peut pas lutter. Quand il y a des engagements directs, des ouvertures de feu sur des individus, qui soient terroristes, meurtriers ou du grand banditisme, c'est quelque chose qui vous marque. Abattre un homme, c'est quelque chose qui vous marque à vie. Bonjour Sam. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Vanguard. Alors on en a parlé en off, on a beaucoup discuté, je sais que vous êtes très sollicité pour des interviews. Pourquoi avoir accepté de venir sur Vanguard ? J'ai accepté parce que les questions qu'on nous a proposées par avance étaient très intéressantes, c'était des sujets qu'on avait envie de défendre et d'aborder, et la façon dont elles ont l'air de vouloir être abordées avec sérieux nous plaise énormément. Bon, en tout cas, c'est très gentil de vous vous êtes déplacé pour cette interview. Alors, je le disais en préambule, vous êtes donc arrivé en Europe il y a 15 ans. Et la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est quelle différence vous faites entre l'approche américaine et européenne en matière de défense ? Deux approches différentes sur le sens que les Américains sont beaucoup plus sur une approche militaire pure, basée sur leur expérience de nombreux conflits, puisqu'ils sont en guerre depuis pratiquement toujours. Il y a toujours eu des branches de l'armée américaine opérationnelles et en action dans le monde entier, alors que la France, elle, est plus sur de la sécurisation de zones de conflit, de la protection antiterroriste, plus axée sur ce genre de position. Vous avez travaillé sur le continent américain puis européen. Avec quelle défense est-il plus facile de travailler ? Je préfère travailler pour les Américains. Pourquoi ? La ressource disponible, les matériels disponibles, ce que moi je préfère. Après, je pense qu'on peut trouver du très bien des deux côtés. Vous pensez que les forces armées européennes sont moins bien préparées que celles des États-Unis, par exemple ? Moins bien préparées, selon les types de conflits peut-être. Je pense que les États-Unis, qui maintiennent des guerres et qui participent à des guerres depuis beaucoup plus longtemps, qui ont des budgets, comme je vous disais, beaucoup plus importants, dédiés à tout ce qui est défense, ont des possibilités aujourd'hui qui sont supérieures. Si vous voulez faire un comparatif, vous pouvez le faire. On a vu récemment des généraux qui sont consultants aujourd'hui venir expliquer que sur un conflit de haute intensité, la France pouvait défendre, il me semble, 80 km de frontières pendant à peu près une trentaine de jours ou peut-être un peu plus. Je sais pas exactement les chiffres en tête, mais ça donne une idée, alors que les Américains, eux, même s'ils sont sur un continent séparé par un océan, ont une capacité militaire bien plus importante. Il suffit de prendre le nombre de navires de guerre, le nombre de porte-avions, le nombre d'avions, d'hélicoptères. C'est pas deux armées comparables au niveau échelle. Après, je n'irai pas faire de comparaison au niveau homme, de compétences, de qualité ou autre, mais au niveau technique, matériel et ressources, l'armée américaine est bien supérieure. Alors justement, en matière de dépendance, on va parler clairement de l'OTAN. L'Europe ne peut pas se passer des États-Unis sur le plan militaire, selon vous ? Aujourd'hui, au niveau financement, au niveau fourniture de certains matériels, non. La France ne peut pas se passer des États-Unis. Elle a besoin d'un certain apport sur des matériels type drone ou munitions ou autres matériels dont elle est pour l'instant en manque. Pour la simple et bonne raison qu'au cours des années, la France avait perdu son indépendance en fabrication de munitions, en fabrication de fusils d'assaut, en plusieurs autres domaines de fabrication. Donc il y a une interdépendance qui n'est pas uniquement à la France, qui est à tous les autres pays européens achètent du matériel américain. Justement, si l'Europe devait réduire sa dépendance aux États-Unis, comment elle devrait s'y prendre ? Elle devrait se réindustrialiser sur les matériels militaires et les ressources, c'est-à-dire recréer des usines de fabrication et de manufacture d'armement, de munitions, de matériel. D'ailleurs, c'était un peu le souhait de Donald Trump, si je ne me trompe pas, que l'Europe puisse reprendre un peu son indépendance. Je suis pas sûr que ce soit un désir du fait que l'Europe reprenne son indépendance. Je pense que c'est plutôt les États-Unis et Donald Trump qui veulent recentrer les États-Unis sur eux-mêmes, s'occuper de leurs affaires, leurs conflits,
leur relation avec l'international sans être parasité par l'Europe. Et l'Europe qui, par une réaction que je décrirais de cutanée, presque une réaction un petit peu d'amour-propre, qui dit aujourd'hui, on est capable de se donner les moyens de recréer une industrie militaire de défense, on est capable d'être indépendant au niveau fabrication de matériel, fourniture de matériel, équipement et préparation d'hommes, et on peut se débrouiller tout seul. En parlant d'indépendance et de budget, la France est engagée à fournir jusqu'à 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine en 2024. On peut quand même être en droit de se demander qu'est-ce qu'un pays comme l'Ukraine pourrait donner en échange de ces 3 milliards d'euros. Alors, je pense que tel que ça nous est vendu, c'est plus une question de principes fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte un soutien et une défense à l'Ukraine par principe, parce qu'on juge que c'est un pays attaqué de façon un peu aberrante par la Russie, et on se dit qu'on se doit de les soutenir face à un potentat en face. C'est très soumis à discussion. Ce qui, moi, me surprend, et on en avait parlé lors de l'émission des questions, à titre personnel, je suis toujours très surpris de cette capacité à débloquer des sommes astronomiques dans une période où la France nous explique que on a des difficultés, qu'on n'arrive pas à boucler les budgets, que tout le monde doit se serrer la ceinture. Et je me mets à la place du citoyen lambda qui, lui, n'étant pas au fait de guerre, ne comprend pas trop comment on peut lui demander de se priver et à côté de ça, donner des millions d'euros à un pays qui, malgré tout, ne fait pas partie de la communauté européenne, qui ne fait pas partie de l'OTAN, qui souhaite le rejoindre, mais qui, de mémoire, n'y avait pas été autorisé et accepté à l'époque parce que c'était l'un des pays européens les plus corrompus. Je pense qu'encore une fois, c'est toujours cet éternel différentiel qu'il y a entre la vision qu'en a la défense et le politique et la vision qu'en a le citoyen lambda. Bon, finalement, c'est juste pour éviter un retour de guerre. En France, si la Russie devait déclarer la guerre soit à la France ou plus généralement à l'OTAN. Je pense que c'est principalement pour défendre des intérêts commerciaux, car l'Ukraine est un gros fournisseur de beaucoup de choses, que l'Ukraine est une zone stratégique entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et qu'on a besoin de tenir ces zones-là. Donc je pense que c'est stratégique. Et puis c'est une question de montrer les muscles chacun de son côté. L'Europe se dit qu'elle se doit de montrer les muscles face à la Russie, à la Chine, qui aujourd'hui sont des pays à la base déstabilisateurs. Ça va au-delà de la guerre en Ukraine. On a aujourd'hui des déstabilisations qui viennent de Russie, mais qui viennent de Chine, des attaques Internet, des fake news. Donc on se doit face à ça de montrer les muscles. Après, de le faire en déployant des sommes d'argent astronomiques dont je pense qu'avec un pays en guerre en face, il est difficile de vérifier l'utilisation. Alors justement, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui pensent qu'une troisième guerre mondiale pourrait être possible entre la Russie et l'OTAN? Alors, c'est toujours dans l'imaginaire collectif cette espèce d'idée de troisième guerre mondiale où la Russie va tirer sur la France va riposter, on va se retrouver avec un holocauste nucléaire et deux pays en guerre l'un contre l'autre. Non, j'y crois difficilement parce que je vois pas en quoi ça aurait un intérêt pour quiconque. Même si l'organisation militaire russe n'est pas la même que les organisations européennes ou par exemple américaines, où on n'est pas à l'abri d'un général fou dans une république indépendante qui tire un missile parce qu'il a décrété que. Tout ça, c'est quand même assez peu probable. Par contre, une réelle guerre qui pourrait s'apparenter à une guerre froide avec, par contre, tout ce qui est déstabilisation informatique, déstabilisation de l'information, ce qui se fait déjà. On en est aujourd'hui avec des attaques, avec de la fake news permanente. On y est déjà aujourd'hui. On y est déjà aujourd'hui. Mais on y est dans un niveau qui reste encore de la petite déstabilisation pour montrer qu'on peut. Et je pense que si ça se tendait d'autant plus, on irait plus sur des déstabilisations lourdes, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec les systèmes qui existent et les capacités des hackers chinois ou des groupes d'Europe de l'Est, ils ont la capacité de créer des grosses pannes. On l'a vu, hein. On a vu des fuites d'informations de données sur des grosses banques, des gros systèmes informatiques, des pannes de serveurs qui peuvent handicaper tout le fonctionnement de la vie sociale. Oui, il y a déjà eu d'ailleurs des actes d'espionnage et de sabotage de la part de Moscou. La France est prête pour une nouvelle guerre ou pas? Si on en revient effectivement à ce que disent les spécialistes, de grands généraux ont déjà été interrogés sur ces questions-là, et comme ils disent, si on ne peut que pendant une durée allant de quelques jours à quelques mois défendre une zone de 80 km en intensité réelle, non, on peut pas se prétendre prêt à aller faire une guerre contre
contre des gens qui sont d'un autre système et d'une autre époque. Poutine nourrit ces gens avec une idéologie russe très tsariste, où on veut réinstaurer la Grande Russie, où on apprend aux enfants à l'école à démonter un fusil AK-47 en cours d'éducation intellectuelle. Non, c'est deux cultures très différentes qui s'affronteraient. Les Asiatiques, c'est un petit peu la même chose. On est sur des cultures extrêmement différentes de la culture européenne aujourd'hui. J'ai vu nombre d'interviews de jeunes en Europe, en France, en Allemagne ou autres, à qui on demande si un conflit éclatait, iriez-vous défendre votre pays, et on sent pas de réelle envie d'aller le faire. Serait-il capable de le faire aujourd'hui? Je ne le pense pas. Je pense qu'on peut même pas aujourd'hui être capable de lancer une conscription de jeunes personnes pour aller défendre leur pays, parce qu'on n'aurait pas le temps de les former, on n'aurait pas le temps de les équiper, on aurait même, je suis pas sûr qu'on aurait la ressource pour les équiper, ce qui serait assez compliqué. Donc non, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas prêt, réellement pas prêt. Alors vous dites que la France n'est pas prête, mais finalement, de l'autre côté en Russie, est-ce que c'est pas un peu la même chose quand on voit que la Russie a du mal à prendre le contrôle de Kiev depuis 2022? On peut se poser aussi des questions sur leurs forces militaires. Pour moi, la vitesse à laquelle on prend un pays ou la façon dont on prend un pays dépend principalement du désir réel qu'on a. Et je n'irai pas supputer des petits papiers de Vladimir Poutine et de ses futures ambitions et de savoir pourquoi il met plus de temps, moins de temps ou autre. Je sais juste qu'à titre personnel, pour les avoir fréquentés assez longtemps, en connaître beaucoup, si demain on devait aller au sol se battre contre des soldats russes, je souhaite bon courage à ceux qui seront sur le terrain. Alors justement, dans un contexte de préparation, Emmanuel Macron dit vouloir proposer à la jeunesse un engagement fort qui veut rénover aussi d'un autre côté le service militaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ce serait bien de remettre à jour un peu C'est une question très intéressante et je trouve que c'est quelque chose qui est, comme tout ce qui est toujours un peu pris dans l'urgence au dernier moment, compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on recrée un service militaire. Soit, ça veut dire que vous allez préparer des jeunes pour un conflit de haute intensité. Le fusil d'assaut, à titre d'exemple, commandé par la France, le HK416, est un fusil qui n'est pas encore fini en totalité d'être livré aux effectifs militaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des patrouilles sentinelles ou certaines unités militaires françaises qui sont toujours équipées avec le FAMAS. Si vous devez former des jeunes en grande quantité, vous allez les former avec les FAMAS de réserve, puisque vous n'avez pas de fusil disponible. Donc vous allez former de jeunes pour un futur conflit d'intensité avec le fusil d'assaut qu'ils n'utiliseront pas. Ce qui, à mon sens, ayant fait de l'instruction, me dérange. Ensuite, il faut tout ce qui va avec, c'est-à-dire pour pouvoir les entraîner. Si vous voulez pas assister à certaines scènes comiques, comme on a pu voir sur des scènes de formation en Afrique, où les militaires sont formés avec des bouts de bois en faisant tatata avec la bouche, j'ose espérer qu'on veut y mettre les moyens. Il faut des munitions. Il faut relancer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'industrie de la munition en Europe. Aujourd'hui, elle est détenue par les Suisses et les Allemands, un petit peu en Europe de l'Est, République tchèque ou autre. On va relancer ça, mais ça se relancera pas en un claquement de doigts. Il va falloir relancer cette industrie, il va falloir racheter les machines qui servent à faire les munitions. On n'est pas dans quelque chose qui va fonctionner sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On est sur une dizaine d'années de protocoles, de technicité, de fourniture de matériel. Donc, c'est une belle utopie, mais encore faut-il pouvoir la mettre en œuvre. On manque aussi d'infrastructures en France pour accueillir tous ces jeunes qui voudraient... Je pense qu'on a une réelle carence en infrastructures. Il existe des infrastructures comme celles où on est aujourd'hui qui sont extraordinaires de par leur disposition, les possibilités qu'elles fournissent, mais elles ne sont pas légion. Il en manque énormément. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes Français seraient prêts éventuellement à partir en guerre avec cette nouvelle génération? J'ai vu de nombreuses interviews sur ces sujets-là sur Internet. Je ne vois pas les jeunes Français aujourd'hui prêts à aller défendre leur pays. Sur les propos qu'ils tiennent, je trouve que la jeunesse européenne est dans une espèce d'idéologie de vouloir changer le monde, toujours par la paix, la liberté des hommes est défendue par le sang que certains versent pour justement protéger leur liberté individuelle.
c'est un petit peu facile de se cacher derrière un drapeau de paix, de toujours vouloir résoudre ce problème-là comme ça. Ça fonctionne difficilement. Avec des pouvoirs déstabilisateurs en face forts comme la Russie, la Chine ou d'autres pays comme ça, la Corée du Nord, vous êtes sur des pays qui revendiquent une idéologie guerrière, de gens qui sont prêts à donner leur vie, à se battre l'arme à la main. Si en face on leur tend une fleur avec un petit drapeau et qu'on leur explique qu'on va défendre nos idées et notre pays comme ça, je suis pas sûr que ça les impressionnera. J'ai été sur assez de terrains de conflit de la planète pour savoir que l'homme retient très peu l'histoire. On a tendance à retourner sur des zones de conflit où bien des siècles avant nous, des grands hommes se sont cassés les dents et on y retourne la fleur au fusil pensant que ça passera. Et en face, on oublie l'idéologie d'un peuple, sa façon de se défendre. Un garçon m'a dit un jour sur un terrain de conflit dans les pays arabes, on nous tire la dragée haute avec des types en djellaba et en tongs, alors qu'on a 10 000 $ de matériel sur le dos et c'est parfaitement représentatif. Un homme qui défend sa maison aujourd'hui est bien plus efficace qu'un homme armé qui vient pour imposer quoi que ce soit ou récupérer quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour remotiver les troupes? J'arrive pas à trouver chez les jeunes Français de fierté de leur pays ou alors... Il y a moins de patriotisme peut-être. Il y a beaucoup moins de patriotisme. On a honte d'être patriote en France. C'est pas vraiment une honte d'être patriote. Je trouve par exemple qu'on a tout de suite une assimilation. Le patriotisme en France est tout de suite assimilé à tout ce qui est extrême droite. Alors qu'être fier d'avoir son drapeau accroché sur sa fenêtre, on peut avoir des origines différentes. Moi, j'ai des origines différentes. Plein de gens que je connais sont d'origines différentes. La France a un corps d'armée composé principalement d'étrangers qui est la Légion. Et j'aime avoir chez les légionnaires la fierté d'être français avant d'être tout autre quoi que ce soit. Une Europe sans OTAN, d'après vous, c'est possible? Non. C'est un système de défense sans son support technique. Aujourd'hui, les États-Unis sont le principal fournisseur de fonds et de soutien de la guerre en Ukraine, le principal apporteur de matériel d'appui technique, de munitions et autres. Donc non, irréalisable. Si vous deviez partir en opération, avec quelle unité vous partiriez? Je vous dirais, je créerais une task force avec des garçons piochés un peu partout, dans tous les groupes et dans tous les pays. Je prendrais des hommes spécialisés. C'est le principe de la task force. C'est pour un besoin spécifique, prendre des gens avec des expériences spécifiques et des capacités. Et aujourd'hui, il pourra y avoir un Français, un Allemand, un Britannique, un Américain. L'unité parfaite n'existe pas. Elles ont toutes leurs forces, leurs faiblesses. Au moment T, sur telle mission, ça reste des êtres humains avec, pareil, leurs défaillances, leurs points forts. Donc, je composerai. En parlant justement de partir en opération, c'est ce qui vous amène d'ailleurs à lutter contre le terrorisme des deux côtés de l'Atlantique. Est-ce que la perception justement du terrorisme est différente entre un citoyen américain et européen ou français? Elle est différente pour des raisons presque plus géographiques qu'autre chose. Le citoyen américain, lui, a plus été exposé à du terrorisme venant de l'extérieur. Si on regarde à part les attentats du 11 septembre ou quelques autres attentats par-ci par-là, comme celui qui a pu avoir lieu à la Nouvelle-Orléans, et encore, on est sur un ancien militaire rapatrié, donc presque sur un individu qui fait plus une tuerie de masse, même si c'est revendiqué après, il n'y a pas de réelle certitude. Est-ce que la revendication est vraiment une revendication de fait, ou est-ce que c'est une revendication faite par intérêt ? Le citoyen européen, lui, est confronté à un terrorisme qui vient, entre parenthèses, de l'intérieur, à mon sens. C'est-à-dire que le terrorisme en France, c'est des gens, si on remonte les gens qui ont commis des attentats en France, c'est tous des gens qui étaient français à la base, qui étaient nés en France. Alors, il y a quelques exceptions où c'était des ressortissants tchétchènes ou autres, mais c'est des gens qui vivaient sur le territoire français ou qui avaient trouvé asile sur le territoire français, et de par la proximité avec les pays dans lesquels il y a des menaces terroristes aujourd'hui. L'Europe est en contact direct avec ces pays-là. Les pays d'Europe de l'Est aujourd'hui, les pays nord-africains. Et en France, on a aujourd'hui une réelle peur au quotidien, qui est parfois déformée par des idées plus politiques ou culturelles. Mais on a peur d'un individu en djellaba avec une barbe dans la rue, parce qu'on y est confronté beaucoup plus souvent que l'Américain moyen au fin fond du Kansas, qui à part croiser ses voisins et ses vaches, n'est pas confronté à ça en situation réelle aujourd'hui. L'Américain qui bouge tous les jours dans New York ou dans les grandes villes ou même à la campagne aux États-Unis, il n'est pas confronté à des personnes qui pourraient représenter une menace réelle au même titre qu'on l'est en Europe.
Justement, le terrorisme, est-ce qu'il a évolué ces dernières années en France? On a vu de nouvelles zones géographiques produire des terroristes. Alors produire, ils les produisaient déjà, mais on avait moins ces gens-là en Europe, et je pense que c'est dû à la guerre en Ukraine, à d'autres guerres en Europe qui font qu'on a des réfugiés de ces pays-là. Mais on a vu des gens de Tchétchénie, de Serbie, de Croatie, de zones où on pratique un islam rigoriste. Et dans ces gens-là, oui, c'est nouveau. C'est nouveau. On avait plutôt un terrorisme issu des pays du Maghreb, des pays arabes, d'autres qui venaient, de gens qui se radicalisaient dans les mosquées tout simplement ici. Là, on a des gens qui arrivent et qui, de par le fossé culturel entre leur culture dans leur pays et leur islam rigoriste, posent problème. De toute façon, toutes les réponses qu'on apportera aux questions, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on voulait intervenir dans Vanguard et qu'on voulait répondre à vos questions, c'est que ne jamais généraliser. On est plutôt toujours sur une influence à la base religieuse, d'un islam radical, rigoriste, de gens qui ne comprennent pas culturellement qu'on agisse différemment d'eux, et qui, à un moment, parce que c'est des gens isolés ou fragiles mentalement, qui vrillent. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de profil type? Il y a une orientation religieuse et un fossé culturel, mais il n'y a pas de profil type. C'est pas parce qu'un type se promène en tongs et en djellaba avec une barbe de 50 cm dans la rue que c'est un terroriste. Et justement, sur les profils, vous n'avez pas cette impression que les auteurs d'infractions terroristes sont de plus en plus jeunes? Que le système de recrutement fonctionnera toujours beaucoup mieux avec des jeunes. C'est le principe de l'infanterie, enfants-soldats, formater des jeunes, leur bourrer le crâne, ça marche toujours beaucoup mieux que de le faire avec des adultes. Déjà parce qu'on prend des esprits qui sont en construction, donc on peut en faire ce qu'on veut. C'est une idéologie qui est vieille comme le monde. Les jeunesses hitlériennes, les jeunesses fascistes, il est toujours plus facile de prendre des jeunes, de leur coller une idée dans la tête et de la travailler pour la faire grandir, pour servir ses intérêts personnels, que de le faire avec des adultes. En matière d'intelligence artificielle, on imagine aussi que les terroristes vont s'en servir de plus en plus. Comme aujourd'hui dans le grand banditisme, on retrouve d'anciens avocats, d'anciens informaticiens de haut niveau qui travaillent pour des réseaux criminels ou des réseaux terroristes, et ces gens-là ont des capacités aujourd'hui équivalentes. Après, on a vu pendant des années les groupements terroristes et les cellules utiliser de plus en plus de technologies avancées, puis se rendre compte qu'elles tombaient souvent à cause de la téléphonie, de les remontées informatiques, et on est revenu de plus en plus au petit papier qu'on se donne les uns les autres, de se voir en physique pour ne pas échanger par téléphone, d'utiliser des puces jetables ou autres. Donc, une intelligence artificielle est quasi sans limite. Alors justement, tout à l'heure, vous parliez de l'attentat de la Nouvelle-Orléans. Un expert américain déclarait qu'un loup solitaire était plus dangereux qu'une cellule terroriste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, pour la simple et bonne raison qu'une cellule terroriste a par appartenance à un groupe terroriste dont elle dépend, des membres qui en général sont connus, ont une expérience dans le domaine, donc sont des gens qui sont fichés, surveillés, avec un passif, ce qui n'existe pas avec un loup solitaire. Là, vous avez un individu, vous prenez l'exemple de celui de la Nouvelle-Orléans, il est très bien de le prendre comme exemple, soldat américain, revient de zone de conflit, sûrement perturbé par un syndrome post-traumatique de guerre. On est sur quelqu'un qui, le lundi, fait des publicités, veut être agent commercial pour vendre des bâtiments, et se retrouve une semaine plus tard avec un 4x4 au volant de ce 4x4 et fonce dans une foule pour provoquer un attentat. Parce qu'il a adhéré à une idéologie religieuse à un moment où il s'est senti sûrement décalé par rapport à la société ou pas d'accord avec elle. Mais n'empêche que c'est totalement imprévisible. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, l'individu qui va se radicaliser, un jeune homme qui va, parce qu'il a un problème dans son évolution sociale personnelle ou une rupture avec ses parents, se mettre en marge, tomber sur les mauvaises personnes au mauvais moment, qui vont profiter de ça pour avoir un foyer de développement d'une idéologie ou autre, vous allez avoir automatiquement quelqu'un qui est imprévisible, puisque il se forme lui-même séparément et en dehors de tout cadre. Donc il n'est pas surveillable, à moins vraiment de tomber sur quelqu'un qui met des mois et des mois, mais ça se passe rarement sur des mois. C'est souvent sur une très courte période qu'il décide de passer à l'acte. Justement, ces loups solitaires, ils n'ont pas un dénominateur commun dans leur façon de basculer dans le terrorisme. Oui, mais ce dénominateur commun les rend imprévisibles, puisque ce dénominateur commun, c'est un événement souvent social dans leur vie qui les met à la marge.
On vient de commémorer justement les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. En ce début d'année 2025, ça donne quoi en France ? Je pense qu'un journal comme Charlie Hebdo, de toute façon, sera toujours soumis à une menace de par les positions qu'il prend. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Je suis pas un grand défenseur, je pense, de Charlie Hebdo et de sa ligne éditoriale. Je trouve que, quelle que soit la façon de le faire, des dessins un petit peu souvent violents sur une religion ou une autre, ça peut blesser certaines personnes, et d'autant plus raviver la haine et déclencher des réactions problématiques de certains individus. Maintenant, on est dans un pays qui prône la liberté d'expression, et Charlie a parfaitement sa place et le droit de dire ce qu'il a envie de dire et de dessiner ce qu'ils ont envie de dessiner. Mais de fait, la menace persiste et reste la même. Les gens de Charlie Hebdo qui sont restés vivants font partie des gens les plus menacés et les plus protégés de France aujourd'hui. Alors justement, on est toujours en urgence attentat depuis mars 2024, suite justement à l'attentat qui avait été perpétré à Moscou. On sait aussi que ce contexte avait été prolongé pour les Jeux Olympiques 2024. C'est pas un peu long pour une gestion de crise ? Non, c'est, je pense, principalement le regard de la population civile qui, vous et moi, on a travaillé pour des personnes en sécurité VIP, des gens importants en protection rapprochée. C'est cet éternel syndrome de quand on protège quelqu'un, au bout d'un moment, il a toujours ce sentiment qu'on lui sert plus à rien, qu'il est parfaitement en sécurité, qu'il ne se passe rien et que tout va bien. C'est un faux constat. Si tout va bien et qu'il se sent en sécurité, c'est parce qu'on fait notre travail, qu'on profile les risques, qu'on les anticipe, et ça crée chez lui un sentiment de bien-être qui est complètement faussé parce que la menace persiste. C'est juste qu'on fait bien notre travail. On est un peu sur une situation similaire avec la menace terroriste. C'est-à-dire que à partir du moment où pendant une certaine période il n'y a plus d'attentats, que pendant une certaine période rien ne se passe, les gens ont l'impression qu'on continue et on persiste dans ces états d'urgence ou de sécurité pour de mauvaises raisons, alors que pendant ces périodes, des hommes travaillent dans l'ombre, travaillent à empêcher des attentats, à cibler des antennes terroristes. Non, on a raison de maintenir cet état d'urgence, et je pense que le ministre de l'Intérieur le fait en connaissance de cause. Ce serait pas normal de se questionner justement sur la capacité de la France et de certains services à protéger le pays pour revenir justement à un niveau acceptable de sécurité ? Les Français se posent la question. Revenir à un état normal. Revenir à un état normal voudrait dire revenir en France à un état où il n'y a plus de terroristes. C'est un peu comme faire un comparatif en disant on voudrait revenir à un état où il n'y a plus de banditisme. C'est trop complexe. C'est trop complexe parce qu'aujourd'hui, revenir à un état normal sur le point de vue terroriste, ça voudrait dire faire disparaître toutes les haines, faire disparaître toutes les personnes à risque qui arrivent, faire disparaître les engagements de la France dans certains pays qui provoquent des haines et débouchent sur des attentats terroristes. Non, c'est trop complexe. Revenir à une situation normale, non. Aujourd'hui, on se doit, dans l'état mondial de sa géopolitique, de se préparer à affronter ce genre de problème. Est-ce qu'on a les moyens, pendant une année non-stop, là ça va faire un an, est-ce qu'on a les moyens de déployer autant de militaires, autant de moyens exceptionnels Je me risquerais pas à dire on a les moyens. Je dirais qu'on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a, le nombre d'effectifs de police. Faut pas oublier qu'effectivement, on a traversé la période des JO. Beaucoup de policiers ont été déployés, beaucoup de policiers ont fait énormément d'heures. Ils ont travaillé, les services ont travaillé énormément. Le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense ont fait le maximum avec ce qu'ils ont comme possibilité. Et je pense qu'ils ont fait un travail. Pour le coup, il y a eu beaucoup de critiques avant et on se rend compte qu'au vu de comment ça s'est passé, ils s'en sont assez bien sortis. Alors justement, le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, déclarait qu'il y avait eu 9 attentats djihadistes déjoués en 2024, dont 3 qui ciblaient les Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est proche de la réalité ? Est-ce que vous qui êtes sur le terrain, Alors, vous me posez la question de la réalité. La question, je pense, doit être tournée différemment. Aujourd'hui, la personne lambda va dire, le ministre de l'Intérieur nous a dit, ils ont empêché 3 attentats, il y en a certainement beaucoup plus, on nous ment.
Peut-être qu'il y a eu 10 tentatives d'attentats supplémentaires, mais que les gens qui voulaient les faire se sont rendus compte que les lieux sur lesquels ils voulaient les faire étaient trop bien protégés, que les personnes qui les protégeaient le faisaient trop bien, pas comme ils l'avaient imaginé. Donc peut-être que beaucoup plus d'attentats ont été évités, mais à partir du moment où ils n'ont pas eu lieu, ils ne rentrent pas dans les statistiques. Donc si le ministre de l'Intérieur donne des chiffres, c'est parce que ce sont des chiffres des attentats qui ont pu être évités réellement. On en a évité certainement beaucoup plus de par le travail de préparation et d'anticipation qu'ont eu ces services. On en a parlé ensemble hors caméra. Vous étiez, vous, près du Bataclan. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé ? J'ai été amené le soir du Bataclan à sortir dans Paris pour aller récupérer 2 personnes qui étaient très très proches des lieux des attentats, très proches du Bataclan. Donc j'ai pu me déplacer dans Paris ce soir-là, voir que ce soit dans les yeux des forces de l'ordre ou des gens la terreur, voir dans les yeux surtout des forces de l'ordre une situation de guerre à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés. Donc des regards de gens qui semblaient perdus. J'ai surtout eu la chance, après les attentats, de pouvoir discuter, échanger avec des gens qui ont été les primo-intervenants, qui étaient là et qui y ont participé réellement. Ce qui en ressort toujours, c'est l'état général et la situation de guerre réelle qu'ils avaient à affronter en phase 2 et à laquelle ils n'avaient jamais été préparés. C'est des gens qui géraient de la sécurité publique, des interventions sur du grand banditisme ou autre, qui n'avaient jamais été confrontés à des situations de guerre, avec des blessures de guerre, et surtout dans cette proportion. Faut pas oublier que le soir du Bataclan, le nombre de personnes blessées pense que de fait, et sous une certaine, je dirais pas que c'était normal, mais on n'était pas préparé à ce moment-là à affronter une telle situation. Et vous m'aviez raconté aussi quelque chose d'assez terrible. Il y avait aussi des gens joyeux que vous avez croisés, qui faisaient la fête dans certains quartiers. Au-delà du terme joyeux, j'ai croisé des gens dont je ne décrirai ni ce qu'ils étaient, ni leur origine, ni autre. J'ai croisé des gens qui, quand on avait certaines réactions ou autres, nous ont montré que c'était une situation dont ils étaient contents et que ça leur plaisait presque. J'ai quelqu'un de très proche de ma famille qui était il me semble en Belgique ce soir-là, dans un quartier compliqué, et il a vu des gens faire la fête, effectivement. Alors encore une fois, c'est pas la grande majorité des gens, on est sur des gens isolés ou dans certains endroits isolés, mais on n'est jamais à l'abri de ça, mais on le voit dans d'autres événements. Quand il y a eu les attentats contre Israël et que de nombreuses personnes ont été tuées avec une violence extrême, vous avez des gens dans nombreux pays qui ont fêté ça et qui s'en sont félicités. Certaines familles de victimes déclarent « Vous n'aurez pas ma haine ». Est-ce qu'il faut quand même en avoir pour lutter contre le terrorisme au quotidien ? La haine est un sentiment individuel et personnel contre lequel on ne peut pas lutter. Même les professionnels ont eu ce jour-là, et par rapport aux événements qui avaient lieu, une haine contre les gens qui avaient commis ces attentats, contre l'idéologie qui avait commis ces attentats. C'est inéluctable. Mais on ne peut pas, en tant que professionnel, être mu par la haine. Ça ne fonctionne pas. Mais justement, comment vous faites pour côtoyer le pire de l'humanité au quotidien Les gens qui sont confrontés à ça ont un équilibre personnel qui base sur leur famille, leur entourage, le fait que de temps en temps ils coupent complètement, qu'ils sortent de là. Faut pas oublier aussi que en opérationnel et dans leur travail, ce sont souvent des gens qui vivent à travers une espèce de famille, un groupe dont ils font partie. Ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble, ils combattent ça ensemble et ils se renforcent là-dedans. Mais il faut effectivement, et vous avez raison de l'évoquer, faut jamais oublier que les gens qui combattent tout ça sont dans l'horreur du matin au soir, et que quand ils rentrent chez eux, même s'ils coupent l'interrupteur, ils coupent pas les images qu'ils ont dans la tête, ils coupent pas ce qu'ils ont vu, ils coupent pas les odeurs. Les gens qui étaient au Bataclan et qui ont marché dans le sang n'oublieront jamais ce que ça fait que de marcher dans du sang coagulé avec leur ranger et d'entendre le bruit de ce sang qui a coulé. Ils oublieront jamais que ils étaient des groupes d'élite et que quand ils sont rentrés, la priorité était de neutraliser le terroriste, et que quand un adolescent blessé s'accrochait à leurs chaussures, ils étaient obligés de continuer le temps que
de stabiliser la situation avant de s'en occuper. Et tout ça, on l'oublie pas. On n'oublie pas le sang, on n'oublie pas l'odeur, on n'oublie pas... je vais vous prendre un élément technique. Ça a tiré à l'arme lourde dans le Bataclan. Vous avez forcément une odeur de poudre qui se met au sang. Et cette odeur-là, on l'oublie pas. Elle reste à vie dans la tête. Vous êtes conditionné à condamner sans innocent pour en sauver 1000 ? Aucune hésitation ? C'est l'éternelle question philosophique. Pour ma part, oui. Même si c'était quelqu'un de ma famille, je ferais un classement hiérarchique et je ferais surtout, au moment T, un classement par, je dirais, logique. J'agirais de façon factuelle. Je sauverais ceux qui sont sauvables. Je ne me préoccuperais pas d'en sauver un, sachant qu'en le sauvant lui, je les perdrais tous, par exemple. J'agirais de façon cartésienne. Mais parce que j'ai été confronté à ce genre de situation, même bien avant d'être dans le cadre de mon métier ou de mes expériences de consulting, très jeune dans des pays en guerre, j'ai été confronté à des situations difficiles et il a fallu réagir, faire des choix et je les faisais, mes parents les faisaient et on a appris à les faire et on a appris à vivre avec ça. Mais dans ces métiers-là, on est obligé d'agir avec logique. Je vous avais pris, quand on en avait parlé à part une anecdote, où une amie très de petite taille qui était avec 2 de mes hommes se promenait, nous avait dit je donnerai ma vie pour vous, s'il y a besoin, je m'interposerai contre une balle. Et un de mes hommes lui avait répondu avec beaucoup d'humour vu ton gabarit, la balle te traversera et me tuera quand même, donc ça n'a aucune logique, mieux vaut que ce soit moi qui la prenne directement et qui te protège. Dans ces cas-là, on fait de la logique et de la balistique, on ne fait pas du sentimentalisme. Vous connaissez sûrement l'affiche qui se nomme Réagir en cas d'attaque. Oui, tout à fait, on en avait parlé avant l'interview. Voilà, qui a été créée juste après les attentats. Tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et ensuite, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil supplémentaire? Alors, moi, j'ai été amené à faire des conseils au niveau étatique sur certains endroits en France où on avait voulu faire un espèce de parallèle avec les tueries de masse américaines et on a voulu écrire un protocole de sécurisation des classes, des écoles. Déjà, on avait été confronté à l'époque à des problèmes techniques par rapport à la sécurité incendie, où je vous donne un exemple, on voulait mettre des blocs-portes et c'était pas possible parce que les portes devaient pouvoir être ouvertes de l'extérieur par les pompiers en cas de sécurité incendie. Donc il y avait des incompatibilités qui n'existent pas dans d'autres pays. D'autre part, cette fiche, je l'ai lue, j'ai eu des retours par mes enfants qui sont adolescents et qui l'ont eu à l'école. Quand je lis qu'on explique qu'il faut se sécuriser dans une pièce, ne plus bouger à l'abri derrière une table quand on sait que ça ne protégera de rien. Ensuite, il me semble qu'il y a une partie où il faut se diriger en hurlant vers l'individu si on voit qu'on est en désespoir de cause, oui, pour le déstabiliser, le désarmer. Déjà, d'une part, à quel moment on peut anticiper ça ? Je ne vois pas un adolescent ou un jeune adulte capable de dire à tel moment, là il est neutralisable, là il ne l'est pas. C'est des données où quand on est dans ce genre de situation, surtout quand on est caché derrière une table, on n'en a pas notion. Et au-delà de ça, il y a un vrai problème dans le fonctionnement. C'est-à-dire que moi, pour moi, dans une tuerie de masse, ce qui est important, ce qui d'ailleurs sauve beaucoup les gens, on le voit dans les tueries de masse aux États-Unis, c'est de ne pas perdre l'objectif de vue, de maintenir un visuel sur le terroriste, de rester en mouvement permanent, de pouvoir se déplacer très rapidement et de donner un maximum d'informations aux forces de l'ordre en prenant des photos. Surtout, le premier réflexe, c'est de mettre son téléphone en mode silencieux pour ne pas alerter le terroriste, mais de pouvoir tenir informés les forces de l'ordre en temps réel. Et ça fonctionne très bien. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une société formée par 2 anciens membres des forces spéciales qui fournit des systèmes où les élèves sont alertés sur leur téléphone, avec un protocole particulier. L'intelligence artificielle et des caméras géolocalisent le terroriste dans l'établissement et donnent en temps réel un plan d'évacuation aux élèves. On est sur des choses qui sont réalisables, mais qui aujourd'hui n'existent pas en France. Justement, avec tous ces conseils que vous donnez, est-ce que vous pensez vraiment que les Français sont assez préparés pour subir un autre attentat ? Est-ce que finalement les Français ont fait l'effort de se préparer ? Non, pour moi aujourd'hui il y a un gros manque de préparation. Il y a surtout cette espèce de phénomène social où on oublie très vite ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'après
3 à 4 mois, un attentat est oublié, on passe à autre chose et on essaye de pas vivre dedans perpétuellement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'état psychologique global. Mais par contre, au niveau préparatoire, non, il devrait y avoir dans chaque entreprise 2 référents sur tout ce qui est médic de base, IFAC, intervention médicale sur des personnes blessées. Il devrait y avoir des protocoles. Chaque bâtiment qui accueille du public devrait avoir une clé USB réservée aux forces de l'ordre avec le détail de ses installations, la configuration intérieure. Ça n'existe pas aujourd'hui. Dans les écoles aussi, plus de préparation. Bien sûr, plus de préparation des élèves, régulièrement des plans d'évacuation avec les endroits à rejoindre de façon urgente. Je suis pas sûr que ça existe dans toutes les écoles et que ce soit fait correctement. Et de façon assez régulière pour maintenir un état de réactivité. Deuxième partie d'émission, changement de décor, on va parler de l'entraînement des forces de l'ordre. On parlait justement des Français, s'ils étaient prêts à subir un autre attentat en France. Mais est-ce que les forces de l'ordre elles-mêmes sont préparées? 3 séances de tir réglementaires sont prévues chaque année pour les policiers en activité. D'après vous, est-ce que c'est suffisant ou y a-t-il vraiment besoin d'une formation supplémentaire dans l'année pour les policiers? Justement, on va préciser un petit peu certaines choses. C'est 3 tirs annuels police pour les forces de l'ordre standard de voie publique. Tout ce qui est forces de l'ordre, groupes spécialisés, ont des formations complémentaires, des entraînements en CQB dédiés, des entraînements en mise en situation dédiés. Faut pas oublier qu'à ces 3 séances annuelles viennent s'ajouter les habilitations à certains matériels comme certains fusils d'assaut, les lanceurs de balles de défense ou autres. Donc ils ont des informations complémentaires. Ensuite, il faut pas oublier que ces 3 formations peuvent paraître légères sur une année, mais il faut pas oublier que vu le nombre de forces de l'ordre, les structures, est-ce que ça impose d'organisation par rapport à leur planning? On se rend vite compte qu'en fait, 3 séances dans l'année pour faire tirer l'ensemble des forces de l'ordre, c'est pas si aberrant que ça. Justement, est-ce que ça vient d'un manque de recrutement de policiers pour pouvoir faire des rotations plus justes pour que les policiers puissent faire leur formation? Ça peut venir d'un manque d'effectifs, ça peut venir parce qu'effectivement, ils ont fait beaucoup d'heures ces derniers temps avec tout ce qui était Jeux Olympiques et autres événements. Pas oublier aussi qu'il y a pas beaucoup de structures, que les structures sont vite saturées, qu'il faut compter les munitions, les disponibilités des agents pour aller tirer en fonction de leurs emplois du temps de travail. Donc il y a énormément de choses qui rentrent en compte et il faut pas l'oublier. Justement, vous le disiez, avec les Jeux Olympiques 2024, plus de la moitié des policiers n'ont pas fait leurs 3 séances de tir réglementaire sur l'année. Est-ce qu'ils vont rattraper ces 3 séances ou c'est perdu? Je pense qu'il n'y a pas de rattrapage. C'est des séances qui ne sont pas effectuées, sont perdues. Elles sont dues effectivement au fait qu'il y avait une organisation particulière avec des plannings compliqués. Cependant, la principale partie qui a été amenée à la protection des Jeux Olympiques était des gens qui ont quand même un backup lourd et un entraînement régulier. Je ne pense pas qu'avoir raté 1 ou 2 séances les impacte réellement. Alors, au-delà de la formation initiale, on va dire, des séances réglementaires, est-ce qu'il existe des programmes de perfectionnement? Alors, il existe d'une part des formations privées habilitées par l'État. Effectivement, ils ont la possibilité de s'y inscrire en tant que force de l'ordre ou autre. C'est comme dans toute chose, il y a du bon, il y a du très bon, il y a du très mauvais, du très très mauvais et à s'abstenir. Et depuis peu, ils ont la même autorisation que les gendarmes, c'est-à-dire ils sont autorisés à partir du moment où ils sont licenciés FF-Tir à pratiquer le tir sportif dans une structure FF-Tir avec leur arme de service, avec une dotation de munitions de 3000 cartouches, me semble-t-il. Est-ce que c'est pas une facilité pour le ministère de l'Intérieur de se détacher de leur engagement vis-à-vis des formations? Est-ce que c'est pas une facilité pour eux de dire bon, on n'a pas forcément le budget, allez vous former vous-même? Alors encore une fois, il faut garder toute mesure en toute chose. Se former est un grand mot. On parle d'un tir FF-Tir, autorisé avec leur arme de service, qui a pour but de leur permettre une meilleure appréhension de leur arme, c'est-à-dire la prise en main, la prise de visée avec les instruments, d'avoir un rapport plus intime avec leur arme, c'est-à-dire d'être un outil qu'ils peuvent utiliser à leur bonne volonté avec la dotation qu'ils ont, de pratiquer plus le tir de précision. Après, au niveau formation, il sera au devoir de leur FTSI lors de leur tir technique de les mettre dans des situations police
en fonction de la doctrine police, et dans ces situations-là, ils seront certainement beaucoup plus à l'aise s'ils pratiquent en parallèle du tir sportif régulier que s'ils n'en pratiquaient pas. C'est au même titre que les policiers qui sont dans des groupes d'élite et qui sont inscrits à côté dans des salles de sport pour pratiquer du crossfit ou de la musculation parce qu'ils jugent que c'est un apport à leur profession. C'est un investissement personnel qui ne me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est bien de permettre ça. On est d'accord, ça reste sur du tir statique? Tout à fait. C'est du tir FFT, c'est-à-dire c'est du tir à, selon les clubs, 25, 15, 10 mètres derrière son poste de tir. Ça ne permet pas de faire des tirs en situation, des sorties d'armes. Ça permet, pour moi, d'améliorer l'appréhension de son arme. Pour ces policiers qui viennent s'entraîner sur ces pas de tir avec leurs propres armes de service, est-ce qu'ils sont évalués pendant ou après ces séances ou... Non, ils sont tireurs sportifs à titre personnel. Certains clubs mettent à disposition des tireurs d'expérience pour accompagner éventuellement sur des questions. On est en général quelqu'un qui fait du tir sportif, le pratique depuis assez longtemps, donc oui, on peut demander à son voisin d'à côté quelques conseils. Mais dans le cadre où un policier pratique le tir sportif, je lui conseillerais de se renseigner auprès de son FTSI et de demander à son FTSI, qui est son instructeur police et qui est bien au fait des doctrines et des utilisations, quels exercices il peut pratiquer en stand de tir, FF-tir. Mais justement, il y a des policiers qui veulent aborder des aspects plus, on va dire, plus tactiques ou opérationnels et qui ne sont d'ailleurs pas couverts par la formation actuelle et qui sont, comme vous l'avez dit, en dehors des doctrines. Ce sont d'ailleurs des formations qui sont privées. Qu'est-ce que vous en pensez de ces des formations centres de privées formation qui, depuis certaines années, s'expatrient dans des pays étrangers européens pour ne pas répondre justement aux obligations de la réglementation française FF-tir qui interdit beaucoup de choses. Il y en a des très bonnes. Il suffit de demander conseil encore une fois à son FTSI qui en général connaissent ces formations, celles qui sont recommandées. Beaucoup d'entre elles me dérangent pour la simple et bonne raison que, encore une fois, le tir police dépend de la doctrine police, souvent adaptée au service, au groupe dont dépend le policier. Et quand je vois des services de police municipale qu'on entraîne à faire des sorties d'armes de véhicules alors qu'il n'y a pas de fusil d'assaut dans les polices municipales, que je vois des personnes sur certaines formations équipées tel un opérateur de Call of Duty en se roulant par terre et en faisant certains simagrées que je juge totalement inutiles, je ne vois pas à quel moment ils auront l'utilisation de ce genre d'application dans leur doctrine. Par exemple, ils utilisent des fusils d'assaut configurés effectivement pour des modes de combat extra-urbains, vraiment en zone de conflit. Je vois pas l'intérêt de leur apprendre à utiliser ce genre d'armes dans ce genre de situation. Il serait du devoir des instructeurs qui prodiguent ces formations de se renseigner auprès des FTSI en activité sur le moment, de savoir la doctrine du moment et d'appliquer la formation aux bases et aux choses nécessaires à restituer sur la voie publique. Alors justement, on en voit beaucoup de policiers qui font ce genre de formation dans des centres privés. Quelles sont leurs motivations pour venir? Parce qu'une formation en centre privé, ça coûte extrêmement cher. Parfois, ça va à plus de 5 000 € la semaine, si c'est pas moins. Quelles sont leurs motivations? Je pense que les motivations sont individuelles. Elles peuvent aller de la personne qui veut vraiment s'améliorer et qui, quelle que soit la formation, part du principe que comme c'est des professionnels, quoi qu'ils lui apprennent, il le prendra, il l'utilisera. On a forcément dans la catégorie des gens en manque de sensations fortes qui, l'espace d'un instant, se prennent pour un opérateur tactique des forces spéciales. Les jeunes, en général, que ce soit force de l'ordre ou même civil, idéalisent beaucoup les gens des forces spéciales ou autres. Et c'est vrai que l'espace d'une journée, épauler un fusil d'assaut, se mettre dans des situations de combat tactique, ça peut avoir un côté grisant, donc ils apprécient. Je n'y vois pas d'intérêt, mais je peux le comprendre quand on est jeune. Donc non, les motivations sont individuelles, elles sont multiples, mais c'est souvent celles-là. Il n'y a pas un risque de contamination des pratiques, entre guillemets, officielles, justement, de partir dans des centres, s'essayer à plusieurs situations opérationnelles ou tactiques? Absolument. Moi, j'y ai été confronté personnellement en tant que consultant sur certaines formations où on prenait on mettait un point d'honneur
à être au courant des formations, à prendre conseil auprès des FTSI justement et des instructeurs des gros groupes, pour pouvoir voir avec eux ce qu'on pouvait leur apprendre, les mauvaises habitudes à ne pas leur donner, parce qu'encore une fois, un policier ou n'importe qui des forces de l'ordre ou des groupes d'intervention répond à une doctrine police et à ne pas l'enfreindre. Parce que forcément, si vous formez quelqu'un en lui donnant de mauvaises habitudes, même en voulant bien faire, s'il les restitue en contradiction avec sa doctrine, ça ne peut pas fonctionner et ça peut lui être préjudiciable. Justement, l'administration, elle ne contrôle pas ces policiers qui partent dans des centres de formation privés. Il n'y a pas de suivi. Je dirais que c'est un peu... Là, pour le coup, on serait sur un dédouanement. Elle n'a pas forcément à le faire. Un policier ou quelque professionnel que ce soit a responsabilité de veiller à ce qu'il fait et de comment il le fait. Et pourtant, dans ce genre de formation, alors tout n'est pas bon à acheter, on va pas exagérer. Tout à fait. Il y a des choses qui sont bien enseignées, même si c'est en dehors de la réglementation. Il y a peut-être des choses à prendre dans ces formations privées et puis peut-être les rajouter dans les formations initiales, pourquoi pas? Non, pas spécialement, parce que les formations initiales sont faites par des gens d'expérience qui ont déjà leur backup et qui savent déjà quoi y ajouter. Je pense justement que le rôle de ces formations privées devrait être un complément à ça en appui, juste pour leur permettre de pratiquer peut-être plus, parce que quand on est dans le privé et qu'on rémunère une formation, on se donne accès, entre parenthèses, à des heures supplémentaires de formation qui, si elles étaient cohérentes, seraient juste en supplément et en complément de ce qu'ils apprennent au quotidien, quand ils font leur tir police. On va revenir sur ces formations de 3 séances par an. Sur ces 3 séances, on apprend simplement à tirer ou alors est-ce qu'on apprend aussi la légitime défense? Est-ce qu'on apprend à gérer son stress? Elles sont assez complètes, on leur explique beaucoup de choses, sachant que le policier a appris en école les règles de la légitime défense. Les policiers ont une formation lourde de plus d'1 an où ils apprennent les réglementations, tout ce qui est justice, ce qu'ils ont droit de faire, de ne pas faire. Justement, si vous deviez donner des conseils à des policiers qui voudraient vraiment suivre ces formations de centres privés pour découvrir de nouvelles techniques, quels conseils vous leur donneriez? De ne surtout pas choisir une formation parce qu'elle est impressionnante, qu'elle a un visuel très opérateur et que voilà. On choisit une formation, on peut demander justement à son formateur police. C'est souvent des gens qui en ont même fait eux-mêmes, personnels, pour s'améliorer. Les gens qui pratiquent les formations vraiment efficaces sont souvent d'anciennes personnes des forces de l'ordre, donc ils sont connus dans le milieu. Je rappelle que beaucoup de policiers issus des groupes d'intervention sont passés par des brigades ou des forces de l'ordre à des niveaux inférieurs. Ils ont la possibilité de demander à leurs collègues qui sont déjà en groupe d'intervention quelles sont les formations et ils seront au fait de leur conseiller ce qu'il y a de mieux. D'aller dans un pays étranger, c'est pas forcément gage de qualité? Non, j'aurais plus l'impression et la tendance de dire que c'est un moyen d'aller exercer des pratiques qui sont interdites en France. C'est plus ce que je vois en tout cas. À vous entendre parler, on a l'impression que ces formations privées sont mauvaises. J'ai pu assister à certaines, j'ai pu voir certaines. J'ai vu des manquements flagrants aux conditions de sécurité dans certaines de ces formations. Je vous dis, j'ai vu encore une fois des types de formations qui étaient absolument inadéquates si on regarde la doctrine police. Je vous dis, les sorties d'armes d'épaule sur des polices municipales ou des gens comme ça. Retrouver dans des formations privées réservées aux forces de l'ordre des civils qui n'avaient rien à faire là. Et oui, vous parliez des pratiques interdites. Les pratiques interdites, c'est effectivement de mélanger des civils avec des membres des forces de l'ordre, ce qui de toute façon n'a rien à faire là. J'ai vu certaines formations s'expatrier dans d'autres pays européens, justement, pour pouvoir pratiquer. Certains vont en Suisse, par exemple, où la législation est beaucoup plus libre, parce qu'on peut faire, en tant que civil, des sorties d'armes d'épaule dans un stand de tir. Vous savez, quand vous avez besoin d'un vrai professionnel, vous vous adressez à un vrai professionnel. Vous prenez pas quelqu'un qui a un manque de compétences réelles. Ces gens-là sont pas professionnels? C'est pas une histoire qu'ils sont pas professionnels, c'est qu'il faut qu'ils aient notion qu'ils ne forment pas des gens à jouer aux échecs ou à jouer au tennis. On forme des gens à utiliser des armes. Ces gens sont des professionnels censés utiliser ces armes avec une doctrine dans une application en parallèle de la loi et de l'ordre public.
ça se doit d'être fait correctement et selon les règles du pays. On ne forme pas un policier américain comme on forme un policier français. Ils n'ont pas les mêmes obligations, pas les mêmes règles. Donc si le but n'est que de fournir une formation effectivement qui permet de soulager certains fantasmes ou autres, je n'y vois pas d'intérêt. Encore une fois, je ne généralise pas. Il y a des formations formidables dans le privé, mais il y en a quand même beaucoup qui outrepassent allègrement la législation et le reste. Sam, en tout cas, je vous remercie de vous être prêté à l'exercice. Est-ce que vous voudriez passer un message aux gens qui nous écoutent? Un dernier message ou un conseil peut-être Que ce soit à travers vous ou d'autres, j'aimerais que les gens portent plus d'attention sur le sérieux qu'on doit porter à ce type de sujet. On n'évoque pas des sujets secondaires, on évoque des sujets d'importance. Les gens qui interviennent dans ce genre d'interview se doivent de le faire avec retenue, réflexion, analyser les sujets sur lesquels ils répondent, ne répondre que s'ils sont sûrs, arrêter de vouloir répondre à tout et d'avoir réponse à tous les sujets. Le monde est peuplé de tellement d'experts que je me demande pourquoi on a encore des carences, parce que si on devait écouter tous les experts qui tournent en boucle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé, il n'y a aucun problème et tout va bien. C'est pas le cas, mais on peut apprendre de tout le temps. Nous, en tant que professionnels, on apprend. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans ces domaines-là et j'en apprends tous les jours. J'en apprends de personnes avec plus d'expérience et plus d'âge, mais j'en apprends aussi de jeunes qui apportent des nouvelles technicités. Faut pas oublier que c'est des domaines où il faut se tenir au courant en permanence. C'est-à-dire que si vous voulez être au fait des technicités, c'est entre 2 et 3 heures par jour de lecture, d'information, lire les revues spécialisées, lire les revues d'information, et c'est important. On répond à ce genre de questions quand on est sûr de ce qu'on dit, pas uniquement pour aller buzzer sur Internet ou autre. Donc c'est vraiment important que vous nous donniez la parole là-dessus et on reviendra avec plaisir. Juste avant qu'on se quitte, vous m'aviez dit que vous aviez une petite tradition chez vous. Oui, on en avait parlé hors antenne tous les deux. Il est de coutume entre les services, quand il y a un échange ou que des personnes travaillent ensemble, de s'échanger des écussons. Oui. C'est important. Je pense qu'au fur et à mesure que vous recevrez des gens de ces domaines-là, vous garnirez votre collection en fonction des personnes et des gens d'où ils viennent. Je vous laisse celui-là, qui a été le mien pendant une période de ma vie et qui a son importance. Donc vous pourrez l'accrocher comme le premier à votre mur. Et j'espère que vous en aurez de nombreux autres à rajouter. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente? Ça représente un groupe dont j'ai fait partie il y a très longtemps. Et je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Le 1 représente le fait que les Américains ont une appellation pour certaines unités qui sont les tiers one. Merci, je vais le garder précieusement en tout cas et il fera désormais partie du décor de Vanguard. En vous en espérant beaucoup d'autres. J'espère aussi. Merci à vous. Merci à vous.